Salut, ça va? Ça fait longtemps? Non, j'ai pas disparu, j'avais juste besoin visiblement d'un électrochoc XXL. Et devine ce qui m'a réveillée? Netflix. Déjà, je vais vous souhaiter une bonne année, hein, en passant, voilà, avant qu'on soit au mois de février. Bref, Netflix, ce joyeux mammouth du streaming qui s'est dit tiens, si j'achetais Warner Bros. Et que je mettais Hollywood dans un tote bag. Oui, la news est un petit peu vieille maintenant, mais d'un côté, il fallait le temps que je réfléchisse à l'épisode. Voilà. Bon, moi je m'achète une grappe de raisin pour me sentir saine. Eux achètent Harry Potter, Gotham, HBO et une partie de notre psyché collective avant le petit déjeuner. Imagine la scène, une table de négociation, des avocats, des chiffres à 9-0 et quelque part dans l'air, un petit parfum de on va décider de ce que vous rêvez les 10 prochaines années. Ce n'est pas un film dystopique, c'est la vraie vie. C'est même presque banal, façon oui, je vais prendre un latte soja vanille et la totalité des mythologies modernes. Merci. On appuie sur play, tu entends le son? Tchoum. C'est la porte de Poudlard qui se referme. Bang! Les rues de Gotham qu'on étiquette contenu sensible. Doing! Bugs Bunny, dont l'insolence devra désormais passer par la validation d'un algorithme. Tout ce qui occupait nos soirées, nos conversations, nos cosplays foireux, nos fanfictions honteuses, part dans le même cloud, propriété du même distributeur. Pour la première fois, une plateforme ne se contente pas de diffuser des histoires du monde, elle achète les clés du coffre. On pourrait faire comme les médias classiques et se contenter de parler de concurrence, part de marché et guerre du streaming. Mais soyons honnêtes, ce deal n'est pas juste économique. C'est une prise d'otage culturelle, une OPA sur notre imaginaire, un braquage avec des avocats à la place des cagoules. Netflix n'achète pas Warner, Netflix achète nos héros, nos nostalgies et nos futurs souvenirs. Et s'il se met à choisir ce qu'un héros doit être ou ce qu'un méchant peut encore faire, alors ce n'est pas juste Hollywood qui change, c'est la façon dont on consent à rêver. Installe-toi, on va regarder le géant avaler le cinéma comme un popcorn trop sucré. Café chaud, gorge en feu, cet épisode commence. Pour over the facts, stir in some shade. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Netflix n'a pas simplement racheté Warner Bros. Le géant du streaming a ciblé une partie bien précise de l'entreprise, tout ce qui fabrique, diffuse et archive de la fiction. Le cœur narratif, la machine à produire des histoires. À première vue, on pourrait croire à une acquisition classique, comme on voit régulièrement dans les industries culturelles. Ce n'est pas le cas. L'accord officiel, annoncé début décembre 2025, ne porte pas sur l'ensemble de Warner Bros. Discovery, mais sur une sélection stratégique qui sépare l'imaginaire mondial de l'information et du sport. Netflix prend les mythes, renonce au réel. Dans ce rachat, ce qu'on appelle les studios, ce n'est pas une simple infrastructure, mais l'endroit où sont conçus les films, les séries, l'animation, les sagas. Warner Bros. Studio devient donc une branche Netflix avec tout ce que ça implique. Les univers d'ici, les productions HBO, les franchises Harry Potter, les classiques Looney Tunes, les créations d'Adult Swim, les séries historiques et les pépites cultes qui parsemaient l'ancien catalogue. C'est un coffre-fort rempli de licences qui ont marqué plusieurs générations et qui vont désormais vivre, renaître ou mourir sous le regard de l'algorithme Netflix. Le rachat inclut aussi la plateforme HBO et HBO Max, symbole du prestige télévisuel, reconnu pour des œuvres exigeantes, lentes, cérébrales, parfois dérangeantes. Netflix possède désormais aussi cela, la qualité que le public n'a jamais demandé mais dont il a constamment besoin. En face, ce que Netflix a délibérément laissé de côté est tout aussi révélateur. Les chaînes d'information, les télévisions sportives, les réseaux câblés et les programmes linéaires ne font pas partie du deal. Tout ce, tout ce qui dépend des grilles horaires, des règles nationales, de la régulation journalistique ou des droits sportifs reste une entité séparée, provisoirement baptisée Discovery Global. Autrement dit, Netflix refuse tout ce qui ne se binge pas, ce qui ne se personnalise pas, ce qui n'obéit pas à un algorithme. Ils ne veulent pas informer, seulement raconter, pas diffuser le monde, mais le réécrire. Leur empire ne sera pas celui des faits, mais celui des fictions.
Ce découpage n'est pas un détail administratif, c'est une déclaration philosophique. Netflix concentre l'imaginaire, les symboles, les héros, les récits qui imprègnent la culture mondiale, pendant que l'information, elle, retourne au vieux monde du câble, des chaînes, des gouvernements et des lois. L'entreprise ne veut pas influencer sur la manière dont on comprend la réalité, elle veut modeler la manière dont on l'imagine. Ce n'est pas une prise de contrôle économique, c'est une prise de contrôle culturel. L'inconscient collectif désormais ne sera plus nourri par une multitude de studios vieillissants, mais par une seule plateforme, une seule porte d'entrée, une seule fabrique. Quand Netflix laisse le réel à d'autres et ramasse tous les mythes, ce n'est pas un caprice stratégique. C'est un changement de civilisation. Une entreprise privée contrôle bientôt l'endroit où naissent les histoires que les sociétés se racontent pour se comprendre elles-mêmes. C'est cela que nous venons de signer. Et si l'on s'inquiète, ce n'est pas pour le futur du cinéma, mais pour le futur de notre imagination. In the shadows where hunger calls, every craving hits, we break down the walls. Days of waiting, skies running dry. Now the table's set, and we're flying high. Flames ignite, we can't resist. This feast is the only thing on our list. Under neon glow, we come alive. Flavors hit deep, yeah, we thrive. First taste, electric, a spark in the night. Every bite hits, every note's just right. Sweet, salty, the fire, the thrill. Losing ourselves, chasing the fill. Spices dance, rolling in waves. Tetra crash, but we ride the blaze. A symphony of heat, of sugar, of bite. Lost in the rush, drowning in light. Flames ignite, we can't resist. This feast is the only thing on our list. Under neon glow, we come alive. Flavors hit deep, yeah, we thrive. First taste, electric, a spark in the night. Every bite hits, every note's just right. Sweet, salty, the fire, the thrill. Losing ourselves, chasing the fill. Plates clatter, hands reach, eyes meet. A ritual of hunger, a moment complete. Laughter rising, the world fades away. This is the high we live for today. First taste, electric, a spark in the night. Every bite hits, every note's just right. No hesitation, no second thought. Just fire and flavor, everything we've sought. So let's lose ourselves in this sweet ride. Hunger and pleasure, nothing to hide. In this moment, we're free to be. Tasting the heat, living the spree. La fiction n'est pas seulement un divertissement, c'est un miroir. Depuis toujours, les histoires nous servent à comprendre ce que nous sommes, ce que nous jugeons acceptable, les batailles que nous voulons mener et les rêves que nous sommes prêts à revendiquer. Un film peut redéfinir la notion de justice, une série peut ouvrir de nouvelles formes d'empathie, un personnage peut incarner la colère, le renouveau, la déviance ou la réconciliation. C'est pour ça que la concentration de la fiction entre les mains d'un seul acteur n'est pas un simple dossier économique, mais une question de civilisation.
En récupérant l'essentiel de Warner Bros., Netflix ne se contente pas de racheter des licences. Il met la main sur l'inconscient collectif. Quand les mythologies modernes étaient réparties entre plusieurs studios, les valeurs circulaient d'une vision à l'autre. Certains récits étaient progressistes, d'autres conservateurs, certains étaient cyniques, d'autres idéalistes. La diversité créait le débat. L'éclatement des voix empêchait qu'une seule morale soit imposée à tous. Mais lorsque le même distributeur contrôle l'essentiel de ce que nous regardons, la palette se réduit, non pas forcément par censure directe, mais par la logique de l'algorithme, par l'idée qu'une histoire rentable doit correspondre à certains critères. Elle doit plaire au plus grand nombre, éviter la polémique trop aiguë, générer des discussions positives sans créer trop de malaise. La morale doit devenir compatible avec leur business. Plusieurs chercheurs ont déjà observé que Netflix utilise la diversité comme un argument commercial avant d'en faire une valeur artistique. Dans une étude publiée en 2024 sur la stratégie culturelle des plateformes de streaming, les chercheurs parlent d'une diversité de surface, calibrée pour être universellement vendable, parfois au détriment de voix moins consensuelles ou plus radicales. La fiction est pluraliste tant qu'elle ne dérange pas le modèle économique. Quand une seule entreprise détient Harry Potter, d'ici HBO, l'animation historique est essentielle de la future production de séries grand public. La question n'est plus de savoir si la diversité est affichée, mais si elle peut encore être dérangeante. Ce n'est pas un hasard si la Writer Guild of America a officiellement exprimé ses craintes face à ce rachat. Pardon, j'ai bugué. Trop de pouvoir pour un seul acheteur, trop peu de liberté pour les auteurs, trop de pression pour écrire vendable, une œuvre ne peut plus se permettre d'échouer, de choquer, de se tromper, d'aller loin. L'art n'a jamais été rentable en ligne droite. Il devient rentable quand il ose là où le public hésite. Si la plateforme la plus puissante du monde finit par décider à quoi doit ressembler un héros, quel type de violence est acceptable, jusqu'où une satire peut aller ou quelle forme d'identité peut être représentée sans risquer une polémique mondiale, alors ce n'est pas seulement l'industrie qui change, c'est la morale collective. Le danger n'est pas l'inclusivité, qui reste une avancée nécessaire. Le danger, c'est que l'inclusivité devienne un protocole qui lisse les contradictions et élimine les zones grises. Un héros parfait n'enseigne rien. Une société sans conflit ne raconte rien. Une fiction sans ambiguïté ne nous transforme pas. La diversité a du sens quand elle crée du frottement, quand elle révèle les injustices, quand elle montre ce qu'on n'a pas envie de regarder. Si Netflix transforme les mythes en produits calibrés pour être acceptés partout, alors ces mythes ne seront plus des moteurs de pensée, mais des décorations morales. Le rachat de Warner n'est pas une victoire économique, c'est une prise d'otage potentielle de notre imaginaire. Si une seule entreprise peut choisir ce que le monde regarde, elle finit par influencer ce que le monde accepte. Et c'est à cet endroit précis que l'inquiétude doit commencer. La morale ne devrait jamais appartenir à une plateforme de streaming, même si elle distribue de très bonnes séries. En tout cas, elle distribuait. Notre capacité à rêver, douter, contester et déranger ne peut pas devenir une option payante. Quand Netflix met la main sur Gotham, la tentation est grande d'en faire une ville responsable. Une cité dont la corruption ne serait plus une maladie systémique, mais un problème individuel qu'on peut résoudre à coups de morale bien placée. Or, Gotham n'a jamais été une question d'éthique personnelle. C'est une ville malade, irrécupérable, une métaphore du capitalisme qui dévore ses habitants sans distinction. Batman est un symptôme, pas un remède. Si la plateforme décide qu'un héros doit porter un message positif, exemplaire, consensuel, alors Batman devra devenir autre chose qu'une réponse brutale à un chaos irrémédiable. Il deviendra un agent de pédagogie. La violence perdra son sens politique, la noirceur deviendra décorative et la faille morale deviendra un défaut à corriger. Gotham mise au propre cesserait d'être une critique sociale pour devenir un produit acceptable, calibré, exportable. Une ville qui donne de l'espoir, parce que l'algorithme déteste l'impasse. Harry Potter, lui, risque un destin inverse, celui d'une saga rendue sûre, retravaillée pour correspondre à une lecture morale actuelle, débarrassée de ces zones d'ambiguïté qui faisaient sa force. Le monde des sorciers n'est pas un modèle inclusif idéal, c'est une société profondément hiérarchisée, méritocratique et parfois raciste, souvent violente, traversée par les privilèges de sang, les castes, les inégalités.
L'histoire se construit sur ces fractures. Harry n'est pas admiré parce qu'il est juste, mais parce qu'il est célèbre. Les adultes ne sont pas sages, seulement épuisés. Les élèves ne sont pas vertueux, ils sont conditionnés par leur maison. Si Netflix décide de transformer cet univers en utopie progressive, alors une société corrigée à coups de scénario réparateur. Et l'histoire perd de son sujet. Il ne s'agit plus d'une survie dans un monde injuste. Un Poudlard où tout le monde est gentil n'apprend rien à personne. Un Poudlard qui protège ses élèves de l'injustice n'a plus besoin d'un héros. Quant à Adult Swim, l'idée même de le lycée serait une contradiction. L'animation adulte produite par Warner n'existe pas pour être aimée, mais pour déranger. Rick et Morty, BoJack Horseman inventent eux sur d'autres plateformes. Les créations Adult Swim ne proposent pas de leçons de vie. Elles posent un miroir cynique là où le public attend un baume. Leur rôle n'est pas d'éduquer, mais de révéler l'absurdité, la violence sourde, la stupidité du monde. Si l'humour devient soumis aux mêmes règles morales que les contenus familiaux, alors la satire perd son essence. On peut rendre un héros plus vertueux, un méchant plus justifiable, mais on ne peut pas exiger qu'une satire devienne exemplaire. La satire n'est pas une morale, c'est une morsure. Si Adult Swim doit se conformer aux critères de bienveillance que Netflix aime promouvoir, alors l'animation adulte deviendrait une caricature inoffensive, une insolence apprivoisée. Une émission qui rit encore mais ne mord plus. Dans les trois univers, le danger n'est pas qu'ils changent, mais qu'ils perdent leur utilité. Si Gotham devient éducatif, si Harry Potter devient harmonieux, si Adult Swim devient sympathique, alors le rôle même de la fiction disparaît. Les histoires ne sont pas là pour valider nos valeurs, mais pour les mettre en épreuve. Une plateforme qui détient notre imaginaire peut avoir envie de transformer le débat moral en décor. Mais un monde sans ambiguïté ne raconte rien, et un héros sans contradiction n'est qu'un slogan. Tunnel whispers got you sent on me, on me, on me. Mark the times you crossed without a key. No key, no key. Every signal flickers you to me. To me, to me. I don't chase, I just believe. Static hums when you're near. Do you feel it in your mirror? There's no name, just the sound of a presence underground. Yeah, this line never sleeps. Watch you pass, never speak. But I'm there in the glass on repeat, repeat. And it's safe when I don't breathe. When you ride and I just speak. Rough track, no retreat. Yeah, this line never sleeps. I sit still, but I'm aligned so close. Time my pulse to every wheel you wind. Your ghost. You don't see, but I design all the echoes that you find. Warning bells, not for danger, just a beat I made for strangers. You won't name me, but you'll know when the silence starts to glow. Yeah, this line never sleeps. I rewind every heat that you leave in the dark, bittersweet. And it's safe when I'm unseen. When I vanish in your stream. Fast ride, cold steam. Yeah, this line never sleeps. Your ticket said no turning, but I was never on board. Still I painted the ceiling of every car you ignored. Yeah, this line never sleeps.
a space you don't keep. Every blink I slip deep. Not a ghost, not a dream. Just the hum beneath your theme. In a night while you sleep, yeah. This line never sleeps. La nuance intelligente là-dedans, c'est de comprendre que l'enjeu n'est pas de refuser l'inclusivité, mais de comprendre ce qu'elle devient lorsqu'elle est transformée en exigence commerciale. Une fiction qui inclut plus de voix, plus de corps, plus de culture, c'est une avancée réelle, profonde, nécessaire. Mais une fiction qui se contente d'empiler les identités représentatives pour assurer un marché mondial ne crée pas de diversité, elle crée une norme. Une norme où toutes les histoires doivent incarner une vertu claire, une leçon implicite, une intention bienveillante. Ce n'est pas l'inclusion qui pose problème, mais le fait qu'elle puisse devenir un emballage marketing. Quand on exige qu'un récit soit positif, on lui retire le droit d'être complexe. Quand on demande qu'un héros soit irréprochable, on lui retire le droit d'être humain. La diversité réelle n'est jamais harmonieuse. Elle est inconfortable, conflictuelle, dissonante. Elle demande des contradictions, elle demande des personnages qui se trompent, des sociétés injustes, des visions du monde incompatibles. Ce n'est pas en adoucissant les imaginaires qu'on va créer la pluralité. C'est en acceptant que certaines œuvres choquent, que certaines dérangent, que certaines déplaisent. Une plateforme qui déclare vouloir représenter tout le monde devrait accepter que certaines histoires soient politiquement incorrectes, que certaines soient violentes, que d'autres soient conservatrices, radicales, provocatrices ou délibérément ambiguës. La diversité n'est pas l'uniformité de la vertu, mais le désordre des points de vue. Or, lorsque le cœur mondial de la production imaginaire se concentre dans une entreprise qui fonctionne par algorithme de popularité, par recommandation personnalisée, par optimisation du temps d'écran, la fiction risque d'être formatée pour la satisfaction immédiate. On remplace la complexité morale par l'adhésion instantanée, l'ambiguïté par le consensus, l'expérimentation par la sécurité. Les récits deviennent des produits sans risque, des fictions numériques aseptisées, calibrées pour ne heurter aucune sensibilité globale. Le monde devient un endroit confortable à regarder, parce que plus personne n'ose le représenter tel qu'il est vraiment. La nuance, ce n'est pas le juste milieu entre provocation et bienveillance, c'est la capacité d'accepter qu'une œuvre puisse être contestable, dérangeante, déroutante. Et pourtant essentielle, ce n'est pas la mise en scène de la tolérance, mais l'acceptation du conflit qu'elle implique. Une société demande à son imaginaire d'être moralement irréprochable, finit par demander à ses artistes d'être des éducateurs. Or, la fiction n'est pas censée nous corriger, mais nous confronter. Si l'on efface les aspérités, si l'on nettoie la violence symbolique, si on élimine les failles pour ne garder que les récits exemplaires, alors nous ne serons plus confrontés à nos contradictions, mais simplement bercés par une morale confortable. L'inclusivité n'est pas une décoration et la diversité n'est pas une checklist. Ce sont des gestes qui n'ont de sens que lorsqu'ils mettent en danger quelque chose. Le jour où elles deviennent des options paramétrables, des argumentaires de marque, elles cessent d'être des forces d'ouverture pour devenir des instruments de normalisation. C'est ce glissement silencieux qui menace la fiction. Non pas le progrès, mais l'idée que le progrès doit être uniforme. Une plateforme peut promouvoir l'inclusion tout en fabriquant de l'homogénéisation idéologique. Ce paradoxe, s'il n'est pas surveillé, finira par tuer ce qu'il prétend défendre. Parce qu'une société ne peut survivre sans contradiction. Il n'y a aucune fatalité dans ce rachat. Rien n'est encore joué. Les régulateurs doivent encore valider l'opération, les institutions culturelles peuvent s'en mêler, les syndicats d'auteurs se mobilisent, et chaque pays possède encore des règles sur les quotas. La diffusion, la conservation des droits. Le danger n'est pas que Netflix rachète Warner, mais que personne ne questionne l'impact culturel de ce rachat. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas le futur du streaming, mais le futur de la pluralité morale. Nous ne sommes pas en train de décider qui possède les films, mais qui possède les valeurs qui s'y glissent. L'imaginaire mondial ne doit pas devenir une version bêta validée par un algorithme américain.
La diversité culturelle n'est pas un casting, c'est une contradiction acceptée. Tant que le monde reste conflictuel, l'art doit l'être aussi. Nous demandons au cinéma de rassurer, il cessera de nous transformer. Je vais m'excuser parce que là, mon français par moment était complètement à chier et que j'ai beaucoup buggé pendant l'enregistrement de l'épisode. Je suis désolée. Je crois que tous mes neurones ne sont pas alignés aujourd'hui, ou tout du moins mon mononeurone. Bref, c'est aussi pour ça que je crée, que j'écris, le sujet que je viens de traiter, hein, pas le mononeurone, que je produis, que je construis des univers qui ne cherchent pas à plaire à tout le monde, qui ne nettoient pas les contradictions, mais les mettent en scène. Cappuccino et Croissant, ce n'est pas une marque de café, c'est un espace pour penser, pour rire, pour analyser la pop culture, sans perdre trop complexe, trop ironique, trop sincère. Si tu veux défendre une création libre, indépendante, contradictoire, tu peux faire partie de ces projets. Tu peux lire mes livres que je prépare, suivre le podcast, découvrir mes travaux, écouter ma musique, soutenir via des abonnements ou via mon lien PayPal.me, rejoindre l'écosystème créatif que je construis. Tu peux en faire un espace qui refuse l'imaginaire prémâché, lisse et rassurant. L'art n'a jamais été un produit, ce que je fabrique non plus. Alors si tu veux que la culture reste un terrain de friction et pas une suggestion automatique, tu sais où me trouver. Sur le site, mes réseaux, dans les livres, dans la musique, dans toutes les créations qui ne cochent pas de cases. L'imagination est un choix et on peut encore décider de ne pas le laisser aux plateformes. Allez, salut! The cup's dry, the croissant's gone, but the aftertaste still strong. We've sifted the hype from the headlines, left the sparkle where it belongs. Cappuccino and croissant, your guilty pleasure with a sharper edge. See you next week, bring an appetite. Out of the top down,